Bonjour, 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale, 90% des locataires aspirent à devenir propriétaires un jour, les Français possèdent plus de 3 millions de résidences secondaires, la pierre passionne les Français plus que jamais, il ne se passe pas une semaine sans qu'un hebdomadaire, un quotidien ne consacre sa une à l'immobilier. L'immobilier donc passionne les Français. Immobilier, je t'aime et moi non plus, c'est le thème de l'émission. Alain Béchat, bonjour. Bonjour Nicolas Ternaud. Vous êtes une personnalité incontournable de l'immobilier tertiaire depuis une trentaine d'années. Vous êtes professeur au CNAM, directeur de l'ICH. Alors pourquoi les Français sont-ils passionnés par l'immobilier ? Ça nous vient de loin. Ça fait partie de notre culture, ça nous vient des Romains d'abord, le droit romain. Je vous rappelle également qu'à la Révolution, la Convention criait « la propriété est inviolable et sacrée ». C'était le lien entre l'être, le citoyen et la propriété. Donc nous sommes très attachés à la propriété, à telle enseigne, ou à l'immobilier, à telle enseigne que les relations entre les Français et l'immobilier, c'est un peu comme un vieux couple. Vous savez, quand l'un n'est pas là, il manque, et quand il est là, il pèse. C'est un peu la situation actuelle aujourd'hui. Et donc, plus que jamais, les Français sont donc attachés à cette pierre. Tout à fait. Alors, pour d'autres raisons. Alors là, on se trouve un petit peu à un carrefour culturel dans les relations entre les Français, l'immobilier, l'économie mondialisée. À savoir que les Français ont beaucoup, comme vous citiez tout à l'heure, investi dans l'immobilier, parfois trop cher, mais pour de multiples raisons. La première des raisons est la très faible rémunération de l'épargne. On a un petit peu oublié que les taux très bas entraînent en corollaire que l'épargne des Français est très peu rémunérée. Allons-nous euthanasier l'épargnant pour sauver la dette souveraine? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que les Français, dans cette épargne, avaient très peu confiance dans la volatilité des actions, par exemple, ou des obligations. Résultat, ils se sont reportés massivement vers l'immobilier, qui n'est pas une valeur refuge, car je sens que vous allez me poser la question, mais une valeur résiliente. C'est plus la même chose. Le refuge, c'est passif. Le refuge, on subit. Alors que la valeur résiliente, on résiste. La résilience, vous savez, c'est un mot qui est emprunté à la physique, c'est la résistance des matériaux, vous savez. La psychologie, c'est la capacité qu'a quelqu'un à résister à une mauvaise situation. Mais là, c'est pareil, c'est le placement, une capacité à résister à des corrections, on va sûrement en reparler. C'est-à-dire que quand ça monte, l'immobilier monte moins, et quand ça descend, l'immobilier baisse moins. C'est-à-dire qu'il y a une volatilité plutôt relative. C'est également pour ça que les Français sont reportés sur l'immobilier. Alors, on dit que l'inflation est le compagnon du propriétaire et l'ennemi du locataire. Et donc, la question, Alain Béchat, que j'ai envie de vous poser, est-ce que l'immobilier est une valeur refuge ? Non. Ça ne peut plus être considéré comme une valeur refuge. Pourquoi ? Ça l'a été. Mais je vous le dis, parce que quand vous faites l'analyse des placements, les Français sont allés dans l'immobilier moins en raison du revenu. Vous faisiez allusion à l'inflation des loyers, notamment l'augmentation des loyers qui va être très forte avec la hausse de plus de 3% de l'indice du coût de la construction, qui est une aberration française d'utiliser cet indice pour faire évoluer des loyers. Nous sommes le seul pays européen à utiliser un indice pareil. Et pour le propriétaire, l'inflation lutte en apparence pour sauvegarder son capital et dans les faits, ça érode son capital. Alors on a cru longtemps que l'inflation sauvait l'immobilier, puis on s'est aperçu que ce n'était pas vrai du tout. Donc ce n'est pas du tout une valeur refuge, dans le sens qu'une valeur résiliente, comme je vous le disais, c'est la capacité d'arbitrer, être capable de dire « bon, je vends, je rachète, etc. » Ce qui n'est pas dans notre culture. C'est-à-dire, regardez, vous vous promenez dans des grandes villes de France, vous voyez marqué propriété de la compagnie d'assurance sur la vie, etc. Vous voyez, on marquait dans la pierre sa propriété, on achetait pour l'éternité. L'éternité, aujourd'hui, pour l'immobilier, c'est un horizon de 10 ans, etc. Il faut savoir arbitrer. C'est tout ça qui bouge en ce moment. Alors, peut-on comparer un placement pierre à un placement obligataire, par exemple ? Alors, traditionnellement, l'emprunt obligataire d'État, ce qu'on appelle l'OAT en français, et le taux de référence, le taux pivot. À partir de ce taux pivot, 3,40 aujourd'hui à peu près en France, on rajoute une prime de risque, peut-être 1%, 2%, et à partir de là, on se dit je vais acheter dans l'immobilier. Ce raisonnement est très vrai dans l'immobilier tertiaire, l'immobilier d'entreprise, on va dire. Alors, ça n'est pas vrai dans l'immobilier d'habitation, car alors on n'achèterait jamais. Le rendement en immobilier d'habitation est une très mauvaise affaire. Il est extrêmement faible, entre 2 et 3%. Donc, autrement dit, l'inflation risque d'être plus forte que le revenu. Mais on compte sur la valeur en stock, et non plus sur le flux, pour tirer des plus-values, si vous voulez. Alors, assez paradoxalement, quand on fait une étude rétropolée sur les 30 dernières années, on s'aperçoit que, au point de vue revenu, rendement, l'immobilier d'habitation est un mauvais placement, mais c'est une extraordinaire machine à générer du cash. Quand on parle d'immobilier, est-ce qu'il faut distinguer
le marché résidentiel du marché tertiaire? C'est deux marchés complètement opposés? Pas opposés, différents. Dans l'immobilier tertiaire, on loge le citoyen au travail. Dans l'immobilier d'habitation, on loge le citoyen tout court. Donc il y en a un qui vote. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. On va protéger celui qui vote. Donc vous le savez comme moi que le rapport bailleur-locataire est totalement déséquilibré aujourd'hui en faveur des locataires. Dans l'ISF, par exemple, on ne comprend pas pourquoi la plus-value sur la résidence principale serait exonérée alors qu'elle ne l'est pas dans l'immobilier d'entreprise. En immobilier, il n'y a pas de bonne et de mauvaise plus-value. La différence, c'est de la morale. Et l'emmerdant avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres. Vous savez. Donc, mais on voit bien cette protection. Dans l'immobilier d'entreprise, ce n'est pas du tout le même raisonnement. Hein. C'est un immobilier très financiarisé, extrêmement financiarisé. Les locataires sont des entreprises, ne sont pas des individus qui savent négocier. Des utilisateurs. Des utilisateurs, oui, tout à fait. Comment pourrait-on définir la bulle? Parce qu'on commence à la voir apparaître par-ci et par-là. Une bulle, pour vous, quelle est la définition que vous donneriez? Une bulle a été définie, la formation d'une bulle a été définie depuis longtemps par Fisher, un Américain. Ça commence avec l'argent facile et pas cher. Traduisez, l'emprunt facile à un taux très faible. Alors ça commence comme cela. Après, on commence à acheter à crédit un bien dans le seul but de le revendre plus cher demain. Et au bout d'un moment, on arrive dans ce que Stiglitz appelait la spirale des fous, c'est-à-dire je n'achète plus que dans l'esprit de faire une plus-value. Et résultat, tout le monde surenchérit sur tout le monde jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'on a totalement été déconnecté des valeurs usuelles, des valeurs fondamentales, et ça s'écroule. Question, Paris bulle-t-il? Paris bulle-t-il? Oui. 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 Je crains, je l'ai déjà dit il y a un an, je crois que la bulle est inscrite. Alors, tout le problème posé sera la correction vers laquelle nous allons entrer. Alors, le signal vient d'être donné, c'est la hausse des taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne jeudi dernier. Cette hausse des taux n'est pas finie, et c'est normal. Monsieur Trichet, agace peut-être, mais il a raison. On ne peut pas rester avec des 1,50, on ne peut pas rester avec une rémunération de l'épargne aussi faible, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc il faudra qu'il monte ses taux. Alors à ce moment-là, on va assister à une correction des valeurs que je situe aux alentours de 15%, d'ici 2013 à peu près. Alors, depuis ces dernières années, pour Paris, oui, on a vu apparaître de nombreux acheteurs et investisseurs étrangers. Oui. On considère que 20% actuellement des résidences principales, des résidences sont des résidences secondaires sur Paris. Oui. Est-ce que ça impacte le marché de la résidence principale? Oui, à la marge. C'est-à-dire que vous mentionniez tout à l'heure qu'on parle régulièrement d'immobilier. Très souvent, quand vous regardez, on parle d'immobilier, virgule, d'habitation, ce qu'on ne dit jamais, et ensuite de Paris. Paris n'est pas la France. Il est vrai que les prix qu'on annonce sont souvent propres à certains quartiers de Paris, et dans ces quartiers, à l'achat, souvent par des non-résidents français, d'immeubles ou d'hôtels particuliers qui seront des résidences secondaires. Alors, ça influe à la marge, c'est-à-dire que ça tire vers la hausse, par exemple, des prix de plus de 15 000 € du mètre carré. Vous voyez, c'est tout cela que l'on met en exergue. Donc, automatiquement, ces valeurs d'exception ont une incidence sur les valeurs un peu assez normales. Donc, on évalue aujourd'hui que 20% des 20% de logements le plus cher de Paris, donc 20% de 20%, sont des résidences aujourd'hui secondaires, nonobstant le fait que ça va s'accélérer ou s'augmenter dans la mesure où un certain nombre de Parisiens prenant leur retraite vont aller habiter la campagne et garder qu'un pied-à-terre, comme on dit à Paris, qui sera leur résidence secondaire. Alors on parle de pouvoir d'achat. Est-ce que le post-logement, donc le budget que les Français consacrent au logement, est-ce qu'il n'est pas trop important par rapport à ce qu'il devrait être? Alors, je l'avais calculé au travers d'un indice que j'ai mis au point avec Richard Mal de Paris Dauphine, qui s'appelle l'indice de souffrance. Aujourd'hui, l'indice de souffrance est aussi élevé par rapport au pouvoir d'achat des Français qu'il l'était dans les années 90-91. Donc on sent bien que la correction est assez inévitable. Alors, pouvoir d'achat, vous avez raison de le dire, on ne peut plus aujourd'hui raisonner uniquement en fonction du salaire. Il faut raisonner en fonction de la totalité des revenus qu'ont les citoyens qui veulent acheter. À ce sujet, je fais observer que l'expression « un logement est cher », c'est une expression d'acheteur, ce n'est pas une expression de vendeur. Sinon, c'est simple, le vendeur qui a baissé son prix, on baissera les prix. Donc on voit bien, il y a toute cette chaîne qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a l'apport personnel. Et puis, il y a l'apport intergénérationnel, c'est-à-dire que bien souvent, l'apport personnel, comme on dit en matière d'habitation, est fait par les parents, ce qui n'est pas illogique, car je vous rappelle, c'est facile à se souvenir, qu'à peu près 60% de l'épargne financière des Français est détenue par les plus de 60 ans. Donc il faut qu'il y ait ce transfert intergénérationnel. Dieu fasse que la fiscalité ne s'en mêle pas. Alors, on parle souvent de l'industrie allemande.
mais on parle peu de son immobilier et donc de son immobilier résidentiel. Est-ce que l'Allemagne n'est-il pas un modèle pour le logement, hein, qui sont en général plus spacieux et 2 à 3 fois moins chers? Oui, alors la partie ouest, car la partie est de l'Allemagne, ce n'était pas tout à fait le même schéma. Alors dans la partie ouest, l'histoire explique souvent des choses. En 1945, beaucoup de choses étaient détruites. Bon, ils avaient bien cherché, hein, mais bon. Donc lorsqu'ils ont reconstruit, ils ont pu repartir sur des bases un peu à zéro. Alors ils ont conçu des logements beaucoup plus spacieux que ce que nous avons. Ensuite, d'ores et déjà, ils avaient intégré un petit peu, on va dire, l'environnement durable, comme on dit aujourd'hui. Donc, effectivement, nos amis allemands ont reconstruit des logements en réaménageant le foncier, des logements plus grands, généralement plus spacieux, plus confortables, plus économiques. Ils étaient assez en avance et assez proches de la nature. Ils étaient assez en avance, mais il n'y a pas en Allemagne de métropole comparable à la métropole Île-de-France. Hein. La seule métropole comparable serait Londres. Hein. Donc les amis allemands sont beaucoup plus éclatés, ce qui fait que les problèmes fonciers notamment sont peut-être moins cruciaux chez eux, puisque les villes moyennes, les Düsseldorf, les Francfort, les Munich, etc., peuvent se développer relativement plus facilement. Mais oui, après la Seconde Guerre mondiale, la partie ouest de l'Allemagne a montré un certain chemin que nous, on n'a pas suivi pour des tas de raisons, parce que peut-être on est entré à un moment plus tôt dans la politique de l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire la quantité. Je rappelle que Sarcelles, on parlait beaucoup du maire, de l'ex-maire récemment, était destiné à être détruit dans les années 2000. Hein. Alors, beaucoup de gens souhaitent se loger à Paris. Paris ne peut pas loger la France. Quelles seraient les solutions en termes de logement, concrètement, pour densifier? Est-ce qu'il faudrait relever un étage tous les immeubles haussmanniens ou, pourquoi pas, les fameuses tours dont tout le monde en parle? Alors, premièrement, est-ce qu'on peut relever les immeubles haussmanniens d'un étage? Oui. Techniquement, tout est possible. On peut refaire des façades à l'identique, c'est-à-dire qu'une fois le chantier terminé, un an après, tout le monde aura oublié qu'un an avant, il y avait un étage de moins. Vous voyez, donc, techniquement, on peut parfaitement le faire. Ça suppose une évolution des mentalités, notamment des architectes des bâtiments de France qui ont très peur du pastiche. Je ne sais pas ce que c'est qu'un pastiche. Moi, j'observe que le Paris haussmannien naît d'une harmonie et que l'harmonie naît de la répétition. Donc, en fait, il allait bien dans ce sens-là. On peut tout à fait le faire, ça. Alors, les tours, pourquoi pas, sur des terrains qui n'avaient pas de construction avant. Après tout, la défense, on l'a faite sur des zones qui permettaient ce développement. Il faudrait là aussi s'affranchir de contraintes architecturales que l'on s'est données sans grand sens. Regardez, pendant 40 ans, les tours à défense se terminaient par des toits plats, elles n'avaient aucun intérêt. Aujourd'hui, enfin, on commence à avoir des architectures plus intéressantes. On peut tout à fait le faire. Alors, je pense à des terrains anciennement SNCF, par exemple, où on peut très bien là bâtir des tours, mais je peux comprendre aussi qu'une ville comme Paris dise qu'à l'intérieur des remparts, qu'est le périphérique aujourd'hui, on ne fait pas de tour. On en a une, Dieu sait qu'elle est décriée et décriable. On ne fait pas de tour, donc je le fais en première périphérie. Les deux sont possibles. Juste une remarque, le président du Grand Paris racontait récemment qu'en région Île-de-France, si j'additionne les terrains appartenant à l'armée et les terrains appartenant à l'ex-SNCF, donc RFF, tout ça aujourd'hui, je peux, en région Île-de-France, construire un deuxième Paris sans déclasser aucun autre terrain. Donc, il n'y a pas de rareté foncière. La rareté foncière, elle n'est là que parce que les promoteurs voudraient les mêmes terrains tous aux mêmes endroits. Mais en fait, formellement, il n'y a pas de rareté foncière. Faites les infrastructures et vous étendrez. Alors, la dernière question que j'ai envie de vous poser, est-ce que, on parle beaucoup de dette souveraine aujourd'hui, est-ce que les conséquences du marché obligataire, issu de dette souveraine, auront un impact sur le marché immobilier européen? Alors, indirectement. Alors, d'abord, la hausse inéluctable des emprunts d'État, parce que ne rions pas trop, après la Grèce, l'Italie, c'est nous, va avoir un impact sur le taux de référence. On en parlait tout à l'heure pour le placement. Mais surtout, la crise de la dette souveraine, je rappelle la différence entre la dette publique et la dette souveraine. La dette publique, c'est le déficit total. Je crois que notre dette doit tourner à 1600 milliards de dollars. Et la dette publique, c'est la dette souveraine, pardon, c'est la proportion de la dette publique détenue par les étrangers. Exemple, le Japon a une dette publique 7 fois supérieure à nous, mais quasiment détenue en totalité par les Japonais. Donc ils se fichaient éperdument de Moody's, de tout ça. Ils se fichent complètement. Donc nous, on n'est pas dans la même situation. Mais ce qui va surtout peser, c'est l'aide indirecte à la pierre ou à la personne. C'est-à-dire que l'État n'aura plus les moyens d'aider. Exemple, je vais vous faire un prêt à taux zéro. Si vous avez un prêt à taux zéro, c'est quelqu'un d'autre paye pour vous. Quelqu'un d'autre, c'était l'État. Or, depuis 1974, on a créé du pouvoir d'achat par l'emprunt. On ne va plus pouvoir le faire.
Donc c'est ça, c'est plutôt cela qui va remodeler un petit peu l'intervention de la puissance publique, on va dire, dans l'immobilier logement. Il faut s'y préparer. C'est pas dramatique, on connaît les réponses. Il y a d'autres sources à faire, mais il faut bien se mettre dans la tête qu'on ne va plus pouvoir faire comme on fait depuis 35 ans. C'est comme ça, c'est la fin d'une époque, c'est comme ça. Alain Bellechatte, merci beaucoup Merci d'être à vous. venu sur le plateau d'Imosphère. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas à poser vos questions par Internet et à très bientôt sur Décideur TV.